On passe aux deuxième histoire dans la méthode de Public Narrative, l'histoire de nous. L'histoire de nous est faite en partant des expériences individuelles qui montrent d'abord quelles valeurs qui nous sont chères sont aussi chères pour les autres membres de notre équipe, de notre organisation, etc. Mais aussi des expériences communes, des choses que nous, en tant qu'équipe, en tant que groupe, organisation, communauté, des choses qu'on a vécues ensemble, que nos ancêtres aussi ont vécu et ont transmis envers nous pour expliquer quelle est l'identité unique de ce groupe, cette organisation, cette communauté. Marshall, il explique l'histoire de nous de la façon suivante. On raconte une histoire de soi pour permettre aux autres de nous comprendre, de vous comprendre, de faire expérience des valeurs qui vous appellent à prendre le leadership en ce moment. On raconte une histoire de nous pour permettre aux autres de se comprendre, de faire l'expérience des valeurs qu'ils partagent et qui peuvent les inciter, les mobiliser pour agir ensemble, à trouver du courage les uns dans les autres et à trouver de l'espoir dans leur solidarité et identité commune. Nous racontons plus d'histoires de nous dans notre vie quotidienne que tout autre type d'histoire, dit Marshall. Les moments de « Ah, tu te souviens quand qu'on est à table, de déjeuner », les souvenirs échangés après la fin d'un projet ou simplement des échanges d'anecdotes drôles ou mémorables entre amis ou entre collègues. Les histoires de nous concernent nos expériences de moments partagés. Ça peut être les défis auxquels nous avons été confrontés, les obstacles que nous avons surmontés ou pas, les valeurs que nous avons testées ou qui nous ont testés, et les leçons que nous avons retenues de ces expériences et qui donnent notre identité unique particulière. Le concept scientifique que je veux mettre en avant dans cette histoire de nous, c'est l'idée de spécificité optimale, en anglais optimal distinctiveness, qui vient de la sociologie et la psychologie sociale, et notamment dans le livre The Power of Us, le pouvoir de nous, des chercheurs J. Van Bavel et Dominic Packer de New York University. Van Bavel et Packer, ils proposent que deux motivations surtout sont propres à l'être humain, qui sont présents dans chacun de nous et qui peuvent sembler parfois contradictoires. Le besoin d'appartenir, mais aussi le besoin de nous distinguer, d'être à part et d'appartenir, de collaborer et de concourir. On a tous ces deux motivations en nous qui peuvent aller dans le même sens et qui peuvent être contradictoires. Et les groupes, les membres de groupes à haut niveau, high-performing groups, selon Van Bavel et Packer, les membres de ces groupes éprouvent un délicieux sentiment de distinction par rapport au reste de la société, au reste des communautés, tout en bénéficiant d'un profond sentiment d'appartenance à leur propre groupe. L'atteinte de ce type d'équilibre, de cette combinaison de ces deux motivations humaines, est l'une des raisons pour lesquelles certains groupes s'avèrent irrésistibles pour nous. Certains groupes fournissent ces deux sentiments, ou peuvent satisfaire ces deux besoins fondamentaux dans l'être humain. Et il continue qu'on peut voir deux dimensions différentes dans cette optimal distinctiveness, cette spécificité optimale. Il y a une dimension matérielle ou même funny, rigolote. Les signes, les symboles idéologiques, le jargon, les acronymes, les mots qu'on utilise tous les jours entre collègues, et aussi les rituels et pratiques qui sont peut-être différents que d'autres organisations. Et bien sûr, les blagues, les anecdotes, les plaisanteries qui sont partagées entre nous et qui nous rappellent un peu notre identité unique. Mais il y a aussi une deuxième dimension, peut-être tacite, la dimension des valeurs. C'est-à-dire, quels sont les points de fierté les plus forts pour notre groupe? Quels sont les défis surmontés par le passé qui nous ont le plus marqués? Quelles sont les valeurs qui guident nos choix difficiles dans les moments critiques, mais aussi les valeurs qui guident les comportements de tous les jours? Et quelles sont les choses avec lesquelles on ne plaisante pas? Quelles sont les lignes rouges dans notre groupe, dans notre communauté, qu'on n'ose pas franchir? Donc, ces deux dimensions, ensemble, si ces différents éléments sont clairs, ça renforce l'identité collective.
Si les éléments sont un peu anodins ou sont ambigus ou sont pas vraiment partagés, ça donne moins un sentiment d'appartenance au nous, au collectif. Donc, je présente un exemple d'histoire de nous qui vient de l'entreprise californienne Patagonia. Yvan Chouinard, le fondateur de Patagonia, a commencé à grimper en 1953 à l'âge de 14 ans en tant que membre de Southern California Falconry Club. L'un des responsables adultes, Don Prentice, a appris aux garçons à descendre en rappel les falaises jusqu'aux aires de fauconnerie. Cette simple expérience, cette leçon a fait naître en Yvan une passion pour l'escalade qui durera toute sa vie. En 1957, Yvan s'est rendu dans une casse et a acheté une forge à charbon d'occasion, une enclume de 62 kg, des pinces et des marteaux et a commencé à apprendre à forger. Chouinard a fabriqué ses premiers pitons à partir d'une vieille lame de moissonneuse et les a essayés avec ses amis Tom Herbert lors des premières ascensions de la cheminée Lost Arrow et de la face nord de Sentinel Rock à Yosemite National Park. Les nouvelles se sont répandues et bientôt les amis de Yvan ont dû se procurer ces pitons. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, il était déjà en affaires. Il pouvait forger 2 de ces pitons en 1 heure et les vendre $1,50 chacun. Chouinard a construit une petite boutique dans le jardin de ses parents à Burbank, en Californie. À Yosemite, Yvan et ses amis ont dû se cacher des rangées dans les rochers au-dessus du camp, 4 après avoir dépassé la limite des 2 semaines de camping. Ils étaient fiers du fait que l'escalade des rochers et des cascades de glace n'avait aucune valeur économique. Ils étaient des rebelles. Leurs héros étaient des alpinistes et philosophes comme John Muir, Thoreau, Emerson et des alpinistes Gaston Rebuffa, Ricardo Cassin et Hermann Bull. En 1965, Yvan s'est associé à Tom Frost et a lancé Chouinard Equipment. Au cours des 9 années où Frost et Chouinard ont été partenaires, ils ont repensé et amélioré presque tous les outils d'escalade pour les rendre plus résistants, plus légers, plus simples et plus fonctionnels. Leur principe directeur de conception est venu de Antoine de Saint-Exupéry, l'aviateur français. Et je cite, « En toute chose, la perfection est enfin atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever, lorsqu'un corps a été dépouillé jusqu'à sa nudité. » En 1970, Chouinard Equipment était devenu le plus grand fournisseur de matériel d'escalade aux États-Unis. L'équipement était également devenu un ennemi de l'environnement, car il endommageait la roche. Les mêmes fissures fragiles devaient subir des coups répétés des pitons lors de la mise en place et du retrait, et la défiguration était grave. Chouinard et Frost décidèrent de réduire le commerce des pitons. Ce devait être la première grande mesure environnementale que nous prendrions au fil des ans. Heureusement, il existait une alternative, des cales en aluminium qui pouvaient être calées à la main plutôt que martelées dans les fissures. Nous les avons présentées dans les premiers catalogues Chouinard Equipment en 1972. Un essai de 14 pages du grimpeur de la Sierra, Doug Robinson, sur la façon d'utiliser les cales est apparu dans le catalogue, ouvrant la voie à des futurs essais environnementaux dans les catalogues Patagonia. Quelques mois après l'envoi du catalogue, le commerce des pitons s'était atrophié. Les cales se vendaient plus vite qu'elles ne pouvaient être fabriquées. Deuxième chapitre de l'histoire de nous. Let my people go surfing. Nous avons commencé à croître à un rythme rapide. À un moment donné, nous avons figuré dans la liste des entreprises privées à la croissance le plus rapide du magazine Inc. Cette croissance rapide a été stoppée en 1991, lorsqu'une récession a freiné nos ventes et que la banque a rappelé notre prêt renouvelable. Pour rembourser la dette, nous avons dû licencier 20% de notre personnel, dont beaucoup étaient des amis et des amis d'amis. Nous étions devenus dépendants d'une croissance que nous ne pouvions pas soutenir. Yvan a amené ses cadres supérieurs chez Patagonia pour réfléchir au type d'entreprise que Patagonia devait être. Nous avons pu, de bien des façons, préserver nos valeurs culturelles, même pendant les années de forte croissance et après le choc des licenciements de 1991. Nous étions entourés d'amis au travail qui pouvaient s'habiller comme ils le voulaient, même pieds nus. Les gens couraient ou surfaient à l'heure de déjeuner ou jouaient au volleyball dans le bac à sable à l'arrière du bâtiment.
L'entreprise a sponsorisé des sorties de ski et d'escalade pour les employés. De nombreux voyages ont été entrepris de manière informelle par des groupes d'amis qui se rendaient dans la Sierra le vendredi soir et rentraient chez eux groggy mais heureux à temps pour le travail le lundi matin. Depuis 1984, nous n'avons plus de bureaux privés, une disposition architecturale qui crée parfois des distractions, mais qui aide aussi à maintenir la communication. La même année, nous avons ouvert une cafétéria qui sert des aliments sains, principalement biologiques. La seule chose qui ne change pas ici, ce sont the rice and beans, riz et haricots, servis tous les lundis. Nous avons également ouvert, sous l'assistance de Malinda Chouinard, la fille du fondateur, une garderie sur place. À l'époque, l'une des 150 du pays entier. Aujourd'hui, il y en a des milliers, mais toujours pas assez. La présence d'enfants jouant dans le cours ou déjeunant avec leurs parents à la cafétéria contribue à maintenir l'atmosphère de l'entreprise plus familiale que corporative. En 2015, nous avons été reconnus par le président Obama pour notre engagement envers des familles qui travaillent. Troisième et dernier chapitre, les amis de la rivière Ventura. Patagonia était encore une entreprise relativement petite lorsque nous avons commencé à consacrer du temps et de l'argent à la crise environnementale de plus en plus évidente. Ce que nous avons commencé à lire sur le réchauffement climatique, la déforestation et l'incendie des forêts tropicales, la perte rapide des nappes phréatiques et de la couche arable, les pluies acides, la destruction des rivières et des ruisseaux par l'envasement des barrages, a renforcé ce que nous avons vu de nos yeux et senti avec notre nez au cours de nos voyages. En même temps, nous avons progressivement pris conscience que les batailles acharnées menées par des petits groupes de personnes dévouées pour sauver des parcelles d'habitat pouvaient donner des résultats significatifs. La première leçon est venue ici même au début des années 70. Un groupe d'entre nous s'est rendu à une réunion de conseil municipal pour aider à protéger un spot de surf local d'un projet de développement. Nous savions vaguement que la rivière Ventura avait autrefois été un habitat important pour la truite arc-en-ciel. Puis, dans les années 40, 2 barrages ont été construits et l'eau a été détournée. À l'exception des pluies hivernales, la seule eau restante à l'embouchure de la rivière provenait de la station d'épuration. Lors de cette réunion de conseil municipal, plusieurs experts ont témoigné que la rivière était morte et que canaliser l'embouchure n'aurait aucun effet sur les oiseaux et la faune restants, ni sur notre spot de surf. La situation semblait sombre, jusqu'à ce que Marc Capelli, un étudiant en biologie de 25 ans, montre des photos qu'il avait prises de le long de la rivière, des oiseaux qui vivaient dans les sols, des rats musqués et des serpents d'eau, des anguilles qui fraissent dans l'estuaire. Il a même montré une diapositive d'un saumono de truite arc-en-ciel. Oui, une cinquantaine de truites arc-en-ciel venaient encore frayer dans notre rivière, entre guillemets, morte. Le plan d'aménagement a été rejeté. Nous avons donné à Marc un espace de bureau et une boîte aux lettres, ainsi que de petites contributions pour l'aider à mener la bataille de la rivière. Alors que d'autres plans d'aménagement surgissaient, les amis de la rivière Ventura ont travaillé pour les contrer, pour nettoyer l'eau et pour augmenter son débit. La faune s'est multipliée et davantage de truites arc-en-ciel ont commencé à frayer. Marc nous a appris 2 leçons importantes. Qu'un effort local pouvait faire la différence et qu'un habitat dégradé pouvait, avec des efforts, être restauré. Son travail nous a inspirés. Nous avons commencé à faire des dons réguliers à de petits groupes qui œuvrent à la sauvegarde ou la restauration de l'habitat plutôt que de donner l'argent à des ONG disposant de gros effectifs, des frais généraux des relations avec des entreprises. En 1986, nous nous sommes engagés à reverser 10% de nos bénéfices chaque année à ces groupes. Nous avons ensuite augmenté la mise à 1% des ventes avec ou sans bénéfices. Nous avons tenu cet engagement chaque année depuis. La création de 1% for the Planet, 1% pour la planète, en 2002, a permis à d'autres entreprises de faire de même. En septembre 2022, la Terre est désormais notre seul actionnaire de Patagonia. Près de 50 ans après le début de l'expérience d'Yvan Chouinard en matière d'entreprise responsable, la propriété de Patagonia est transférée à 2 nouvelles entités, Patagonia Purpose Trust et l'association à but non lucratif Holdfast Collective. Chaque dollar qui n'est pas réinvesti dans Patagonia sera distribué sous forme de dividendes pour protéger la planète.
au lieu d'extraire de la valeur de la nature et de la transformer en richesse, nous utilisons la richesse créée par Patagonia pour protéger la source, a déclaré Chouinard. Nous sommes très sérieux dans notre volonté de sauver cette planète. Donc voici 3 chapitres dans l'histoire de nous de Patagonia. Et on peut appliquer cette grille de lecture de Marshall Ganz pour comprendre en quoi cette histoire est impactante et inspirante pour nous. Le premier chapitre sur les origines de la boîte, on voit déjà la passion, d'où vient cette passion pour l'alpinisme et la nature, mais aussi sa première prise de conscience autour des pylônes qui endommageaient la roche. Et le choix, premier grand choix dans cette histoire de nous, est-ce qu'on va réduire ces dommages environnementaux ou maximiser le profit? Et ils ont choisi le premier en innovant. C'est-à-dire on va s'appuyer sur notre créativité pour produire un nouveau produit, des cales en aluminium, et le résultat, les cales se vendaient plus vite qu'elles ne pouvaient être fabriquées. Deuxième chapitre, la croissance rapide et le recours au financement traditionnel qui ont entraîné des licenciements dans la récession des années 90. Et la question centrale, c'est quelle culture d'entreprise souhaitons-nous? Une culture qui encore maximise la croissance ou quelque chose de différent? Et avec tes différents choix de mettre les bureaux en open space, de laisser les collègues la liberté de se promener en pieds nus, d'organiser des excursions, des jeux de volleyball, de aussi introduire une garderie, c'était des choix qui ont contribué à cette culture plus familiale, authentique et moins sec et corporate. Et le troisième chapitre de cette histoire de nous, les amis de la rivière Ventura, on voit ce défi environnemental de cette rivière qui était décrite comme morte. Mais on voit aussi l'influence qui vient du statu quo, l'influence politique des promoteurs immobiliers qui cherchaient à développer ce territoire. Et le choix central dans ce chapitre, mais comment Patagonia, comment les leaders de Patagonia peuvent-ils agir pour aider la situation? Et donc, ils ont créé un bureau pour cet jeune homme militant, Mark. Ils ont par la suite financé différents acteurs locaux plutôt que les grands ONG. Ensuite, créé cette 1% for the Planet. Et par la suite, en 2022, ils ont tout refaçonné le modèle de l'entreprise en réinvestissant, en donnant tous les dividendes, tous les bénéfices de l'entreprise à un Purpose Trust, une fondation pour accélérer ses actions en faveur de l'environnement et pour aider à protéger la planète. Donc on voit ces mêmes 3 éléments dans chacun de ces chapitres de l'histoire de nous, et on commence à voir en vue ces 2 dimensions qui rendent cette entreprise, Patagonia, optimally distinct. Dans cette spécificité optimale, dimension des valeurs, on voit dans ces choix décisifs de cette histoire la responsabilité pour la planète, l'innovation pour disrupter le statu quo en réorganisant l'entreprise, en ajoutant une garderie pour les familles, en laissant cette authenticité aux collègues d'être vraiment eux-mêmes au travail, de ne pas séparer de façon nette le travail de leur passion personnelle, et cette capacité de partager cet amour pour la nature, pour l'alpinisme, pour les excursions, etc., comme un levier de croissance pour l'entreprise plutôt qu'une distraction. Et on voit aussi des petits exemples de dimensions matérielles ou rigolotes, funny. Des citations de Saint-Exupéry, cette citation inspirante. Aussi des moments comme le volleyball, rice and beans, et aussi ces artefacts, ces choses physiques, les open space offices, la garderie, qui sont des expressions, des manifestations de cette identité particulière de Patagonia, ainsi que les t-shirts, les logos, etc., qui sont aussi des signes physiques de cette culture, de cette identité commune. Ok. Voici un peu comment on peut cadrer cet exercice, parce que chaque histoire de nous, chaque groupe a différents moments qui peuvent être chacun un chapitre d'une histoire de nous. Ça peut se raconter de façon différente selon les différents besoins, mais vous voyez ici les différentes questions qui peuvent aider à formuler, à raconter cette histoire de nous.
les moments éprouvants, marquants pour le groupe, pour la communauté, euh, les moments de choix. Et encore, on ralentit dans les moments de choix. Quelles étaient les alternatives? D'où venait la motivation de faire le bon choix? De l'exemple de quelqu'un, de l'exemple des histoires précédentes? Et quels détails on peut retenir? Quel puncta? Quel moment qui pique? Comme le rice and beans ou comme la phrase la rivière est morte, des choses qui collent dans la mémoire on peut raconter pour aider à transmettre cette identité. Et le résultat, la moralité, quelle valeur s'était exprimée ou manifeste dans ces expériences partagées et en quoi cette histoire ou ce chapitre de l'histoire fait partie de notre identité collective. Donc voici quelques questions pour guider l'exercice qu'on va faire tous ensemble. On passe ensuite à la troisième et dernière histoire, l'histoire de maintenant.